Les banques et les institutions financières internationales jouent un rôle complexe dans l'économie mondiale, parce que d'un côté, elles sont les piliers du système financier légitime. Mais d'un autre côté, elles sont parfois utilisées de manière négligente, ou pire encore, de façon délibérée, pour dissimuler et déplacer les profits du crime organisé, comme le trafic de drogue, la traite des êtres humains, la corruption et d'autres activités illicites. Ce ne sont pas les études et les rapports qui manquent pour indiquer qu'entre 2% et 5% du PIB mondial, soit entre 800 milliards et 2000 milliards de dollars, sont blanchis chaque année, alimentant ainsi la continuité du crime organisé à travers la planète. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC, a estimé par exemple que le commerce mondial de la drogue génère environ 320 milliards de dollars par an, tandis que la traite des êtres humains, en théorie, représenterait environ 30% de ce montant. Ces montants importants doivent entrer dans le système financier formel pour que les criminels puissent profiter des profits sans éveiller de soupçons. Et c'est ce processus que nous connaissons sous le nom de blanchiment d'argent. Des rapports d'organisations comme Global Witness montrent clairement que des crimes tels que le trafic de drogue, la corruption et le blanchiment d'argent ne seraient pas possibles à la même échelle sans l'existence de banques, disons respectables, qui dissimulent l'origine de l'argent sale, donnant une apparence de légitimité aux fonds illicites. Ou, en d'autres termes, le succès du crime organisé transnational dépend, de façon cruciale, de la capacité à mélanger les profits illégaux au système financier formel, que ce soit par des dépôts bancaires, des sociétés écrans ou des investissements dans des actifs légaux. Au cours des dernières décennies, de nombreux cas ont révélé des défaillances systémiques et, dans certains cas, la complicité de banques mondiales dans le transfert de fonds criminels. Le marché mondial du crime organisé est immense et extrêmement diversifié. Les chiffres que je viens de mentionner datent d'avant la pandémie, et très probablement, ils se sont aggravés après la pandémie, après la guerre en Ukraine et plus récemment avec les droits de douane de Trump. Le trafic de drogue demeurerait l'activité la plus lucrative, suivie par la traite des êtres humains, la contrebande, le trafic d'armes, les crimes environnementaux et les fraudes. Une grande partie de ces profits alimentent des flux financiers illicites qui traversent les frontières. Ces chiffres montrent clairement pourquoi les institutions financières sont des cibles privilégiées des criminels pour, disons, blanchir cet argent sale. Dans le monde du crime, les criminels dangereux et respectés sont les braqueurs de banques. Mais dans le monde réel, les plus grands et les plus influents criminels sont ceux qui s'associent aux banques. Et cela parce qu'ils ne sont même pas au sommet de la chaîne. Ces banques offrent une façade de légitimité. En entrant dans la banque, les fonds illicites peuvent être convertis en avoirs théoriquement légitimes grâce à des dépôts, des transferts, des investissements et d'autres services. Des études montrent que la plupart des gains du trafic de drogue sont intégrés à l'économie formelle, souvent via les banques. Le blanchiment d'argent comprend 3 phases: placement, dissimulation et intégration. Et les banques sont présentes principalement lors des étapes de placement et d'intégration, recevant d'importantes sommes en dépôt puis permettant leur retrait comme s'il s'agissait de fonds licites. Malgré les réglementations anti-blanchiment des gouvernements et des associations privées et les obligations d'audit, de nombreux cas impliquent encore des banques, que l'on peut évoquer au sens le plus large du terme, qui auraient simplement échoué à détecter ou, pire encore, choisi d'ignorer les signes d'argent criminels circulant sur leurs comptes. Et je parle de générosité, car c'est probablement bien pire. Des rapports académiques et gouvernementaux documentent des incidents où des institutions financières ont déplacé des milliards sans vérifier correctement leur origine, facilitant ainsi la dissimulation d'actifs issus de la corruption politique, du trafic de drogue et d'autres crimes. Dans de nombreux scandales, les amendes infligées, bien qu'elles soient de plusieurs millions, ne représentent qu'une petite fraction, une fraction dérisoire des profits des banques. Ce qui a conduit à des critiques selon lesquelles certaines de ces pénalités sont simplement absorbées comme des coûts d'exploitation, sans avoir de véritable effet dissuasif. Dans les années 1970 et 1990, la BCCI, Bank of Credit and Commerce International, a été impliquée dans un vaste blanchiment d'argent à l'échelle mondiale pour des trafiquants du calibre de Pablo Escobar, des dictateurs et d'autres criminels, avec des opérations secrètes dans des paradis fiscaux et une utilisation abusive de banques correspondantes. Entre 2004 et 2007, Banco Guaychovi a permis l'entrée de plus de 370 milliards de dollars provenant de maisons de change mexicaines liées à des cartels de la drogue, comme par exemple le cartel de Sinaloa,
en ignorant systématiquement les signaux d'alerte qui leur avaient été donnés. Entre 2000 et 2010, HSBC a ignoré des mouvements, même après des avertissements des agences de police, qui ont permis le blanchiment d'au moins 881 millions de dollars. De l'argent des cartels de drogue. Depuis sa filiale au Mexique, ils ont également transféré des fonds vers des régimes sanctionnés et des clients liés au terrorisme en raison de procédures de conformité extrêmement laxistes, probablement volontairement laxistes. Entre 2007 et 2015, la Danske Bank a servi de canal de blanchiment à grande échelle, traitant environ 230 milliards de dollars de transactions suspectes provenant de clients non résidents, principalement de Russie et de l'ancienne Union soviétique. Des employés de la banque ont aidé des clients à dissimuler l'origine et les bénéficiaires réels des fonds en utilisant des sociétés écrans, tandis que la maison mère fermait les yeux sur les failles de ce contrôle. La Deutsche Bank d'Allemagne, entre 2010 et 2019, a transféré des centaines de millions de dollars d'oligarques et d'escrocs, même après avoir été à plusieurs reprises sanctionnés par des amendes pour avoir permis cela. Par exemple, en aidant à transférer des fonds suspects pour un oligarque ukrainien condamné pour fraude, et la banque a continué à servir des clients à très haut risque. Comme le financier Jeffrey Epstein, celui qui a été condamné pour trafic sexuel et abus d'enfants. Alors que la banque était déjà au courant de son passé, et il a également conspiré pour dissimuler des paiements de pots de vin à des agents publics dans des pays comme l'Arabie Saoudite et la Chine, déguisés en frais de conseil. Goldman Sachs des États-Unis a déclaré en 2012 avoir été impliqué dans le scandale de corruption du Fonds souverain de Malaisie lorsque la banque a organisé 6,5 milliards de dollars d'émissions d'obligations pour le 1MDB, une entreprise de développement stratégique insolvable de Malaisie, entièrement détenue par le ministre des Finances. Sur ce montant, environ 4,5 milliards de dollars ont été détournés dans un système de pots de vin impliquant des responsables malaisiens. Des partenaires de Goldman Sachs ont aidé à falsifier des documents et à soudoyer des fonctionnaires pour conclure les affaires. Un ancien directeur a même publiquement admis avoir versé 1,6 milliard de dollars de pots de vin à des politiciens et à des intermédiaires. Goldman a empoché environ 600 millions de dollars en frais grâce à ces opérations pendant que le système fonctionnait. Au Brésil, Odebrecht, entre 2001 et 2016, a maintenu un département d'opérations structurées dédié uniquement au paiement de pots de vin à des politiciens et à des agents publics. Dans au moins 2 cas, elle a dissimulé des paiements en dehors de la comptabilité officielle. Durant cette période, elle a distribué environ 780 millions de dollars en pots de vin en échange de contrats de travaux et de services publics. Pour permettre ces transferts illicites, Odebrecht a créé un réseau complexe de sociétés offshore, c'est-à-dire des comptes dans des paradis fiscaux, ainsi que des comptes secrets à l'étranger. Elle laisse même aller jusqu'à acquérir le contrôle d'une banque privée à Antigua, la Man Bank, afin, avec des cadres complices, Odebrecht a dissimulé des paiements provenant de ces fonds. Les fonds ont transité par des banques aux États-Unis, en Suisse, en Andorre et d'autres centres financiers connus pour le blanchiment d'argent. Dans tous ces cas, nous voyons un schéma récurrent, des banques mondiales servant à blanchir de l'argent illicite, intentionnellement ou par négligence grave, dans le meilleur des cas, et des profits privés contrastant avec des pertes pour la société. Même lorsqu'elles sont découvertes, les institutions évitent bien souvent des accusations criminelles directes en concluant des accords financiers, c'est-à-dire qu'elles finissent simplement par payer une amende. Par exemple, dans le cas de Wachovia, les autorités ont souligné que l'amende infligée ne représentait que 0,2% du bénéfice annuel de la banque. Et l'action pénale contre eux n'a même pas affecté le prix de leurs actions, qui a même augmenté la semaine de l'accord. Cela montre qu'il a été rentable pour la banque d'avoir encaissé des milliards de dollars provenant des cartels. Les revenus générés au fil des années ont largement dépassé les sanctions appliquées. Chez HSBC, la situation était la même. Pendant les années où son département de conformité a ignoré les alertes concernant les dollars du narcotrafic mexicain, le PDG de l'époque, Lord Stephen Green, a même reçu des primes de performance d'environ 20 millions de livres sterling. Autrement dit, les dirigeants ont été récompensés pour des résultats financiers gonflés, en partie grâce à des activités illicites dont ils savaient qu'elles étaient illégales, et aucun d'entre eux n'a eu à rendre ces primes, même après la révélation du scandale.
Cela illustre comment les banquiers de haut niveau peuvent, en pratique, devenir des bénéficiaires indirects du crime organisé en obtenant des rémunérations et des promotions basées sur des profits entachés par l'argent sale. Des enquêtes montrent que certaines banques n'ont pas remis en cause l'afflux de capitaux illicites, car ils étaient en source de revenus lucratifs. C'est une tactique commode, je ne pose pas de questions si tu ne dis rien, donc je ne suis pas coupable. Le rapport du Sénat des États-Unis sur HSBC a décrit une culture institutionnelle qui privilégiait les gains au détriment de la légalité, la qualifiant de culture contaminée en raison du mépris des contrôles anti-blanchiment d'argent. Dans le cas de la Danske Bank, des procureurs américains ont conclu que le siège avait délibérément maintenu les comptes de clients à très haut risque, dont beaucoup étaient liés à la mafia russe dans la filiale d'Estonie, car cette unité générait d'énormes profits. Autrement dit, la direction a choisi de ne pas tuer sa poule aux œufs d'or, malgré les avertissements internes permettant à des milliards de dollars suspects de continuer à circuler et à générer des commissions. Cette logique perverse a fait que les amendes et les menaces juridiques, jusqu'à récemment, n'étaient pas suffisantes pour dissuader les banques de récidiver. Une enquête mondiale connue sous le nom de Fencing Files, menée en 2020, a révélé que plusieurs grandes banques, même après avoir été sanctionnées et conclu des accords avec les autorités, continuaient à déplacer des sommes astronomiques. D'argent sale pour des oligarques, des fraudeurs et des régimes corrompus. Des documents confidentiels du gouvernement des États-Unis ont montré que JP Morgan, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank et Bank of New York étaient à l'origine d'accusations criminelles, bien qu'ils aient promis d'améliorer leurs pratiques. Dans certains cas, ces banques ont été explicitement averties qu'elles pourraient en faire face à des accusations criminelles si elles ne mettaient pas fin à leurs relations avec des mafieux ou des corrompus, mais elles ont tout de même continué à servir ses clients. La banque JP Morgan, par exemple, après 2011 et 2014, a conclu des accords pour des manquements à la conformité, ayant été prises en flagrant délit de transfert de plus d'1 milliard à Joe Low, fugitif responsable du détournement de 1MDB en Malaisie, ainsi que des dizaines de millions à d'autres personnes impliquées dans des scandales au Venezuela et en Ukraine. Le profit provenant de ces transactions, via les frais, les investissements et l'expansion des affaires, a apparemment dépassé la crainte de nouvelles sanctions. Un autre aspect important est l'utilisation des paradis fiscaux, des banques offshore et du secret bancaire. Les banques situées dans des juridictions peu régulées, dotées d'une forte autorité, et le secret bancaire, sont essentielles pour le crime organisé. Le cas historique de la BCCI, que j'ai mentionné au début de la vidéo, dans les années 80 a été l'un des plus emblématiques, étant un exemple de la façon dont une banque entière peut être structurée délibérément comme un véhicule du crime organisé. Il opérait dans plusieurs pays sans supervision effective et offrait des services sur mesure pour dissimuler l'argent des cartels de contrebandiers et même des réseaux terroristes, jusqu'à ce qu'ils soient fermés. Donc les centres financiers offshore et les failles juridiques continuent d'en être exploités. Il faut souligner que non seulement les grandes banques traditionnelles profitent du crime, mais aussi des institutions plus petites ou des nouvelles technologies financières. Par exemple, l'achat de banques par des criminels est aujourd'hui une tactique courante. Des dirigeants d'Aldebrecht ont littéralement acheté 51% d'une banque à Antigua uniquement pour l'utiliser exclusivement comme une machine à blanchir des pots de vin. De la même manière, des enquêtes aux États-Unis ont révélé qu'un homme d'affaires vénézuélien a acquis une banque en République dominicaine pour blanchir des pots de vin et des gains illicites issus de la corruption impliquant la PDVSA, la Compagnie pétrolière nationale du Venezuela. Un aspect crucial est cette implication, active ou passive, des banquiers et des hauts dirigeants dans ces schémas. Souvent, les institutions invoquent des défaillances de contrôle ou rejettent la faute sur des employés subalternes. Mais des enquêtes ont montré que les décideurs de haut niveau étaient bien conscients des risques et, dans certains cas, ont participé activement aux fraudes. Dans le scandale 1MDB en Malaisie, un associé directeur de Goldman Sachs, Tim Lessner, a admis avoir conspiré pour blanchir de l'argent et verser des pots de vin, en falsifiant des registres internes pour dissimuler des paiements illicites à des intermédiaires. Un autre directeur, Roger Ng, a été condamné pour avoir facilité les transactions en sachant qu'elles étaient issues de la corruption. Ces cas sont remarquables car ils rompent avec la tendance à l'impunité individuelle. Tous deux ont fait face à des poursuites pénales sérieuses et à des peines de prison. Mais ils font exception. Dans la plupart des scandales, aucun dirigeant de haut niveau n'a été personnellement poursuivi au pénal. Les institutions ont négocié des accords et payé des amendes.
et au mieux certains dirigeants ont démissionné ou ont été licenciés. En termes de structure, parfois les banquiers sont littéralement payés. Par exemple, le directeur Stephen Reyna, d'une banque au Texas, aux États-Unis, a utilisé sa position pour blanchir 410 millions de dollars pour un cartel de la drogue mexicain, en organisant des dépôts fractionnés et des retraits en espèces pour les membres du trafic, recevant lui-même une commission en espèces pour chaque opération réussie. Et plus récemment, une autre enquête au Brésil a révélé qu'un policier civil était devenu associé d'une institution financière. Il s'agissait d'une fintech et il l'a utilisée pour traiter des millions de rayés du PCC. Ces cas montrent une collusion directe. Sans l'aide interne de gestionnaires, conseillers ou directeurs corrompus, le blanchiment serait bien plus difficile. Et pourquoi est-ce si difficile de s'attaquer aux banques ? Et vous connaissez probablement la réponse, parce qu'elles sont riches. Mais désolé, vous vous trompez. La réponse n'est pas aussi simple que « ils ont de l'argent ». Gardez ceci en tête, l'argent n'est pas le pouvoir, c'est un mythe. L'argent doit être transformé en pouvoir, ce qui demande une certaine habileté que beaucoup de personnes riches n'ont même pas. Et les difficultés à s'attaquer aux banques sont au nombre de 7. La première, c'est que les banques font partie du pouvoir structurel et géoéconomique mondial. Les banques ne sont pas seulement des intermédiaires financiers. Selon l'étude de Mesoc de 2022, de nombreux gouvernements considèrent leurs banques comme plus que de simples outils de politique économique. Elles sont des piliers du pouvoir géoéconomique. La puissance de ces institutions sur les marchés mondiaux est vue comme une extension de la souveraineté étatique. La deuxième, c'est ce qu'on appelle « trop gros pour faire faillite », ce qui signifie que les institutions financières considérées comme systémiques, qui font partie intégrante du système mondial, bénéficient d'avantages implicites. L'État doit éviter leur faillite afin de protéger le système financier lui-même. Cela crée un coût de financement réduit, car les investisseurs perçoivent un risque moindre. La troisième est la fonction de prêteur en dernier ressort, où, lors des crises, les banques centrales agissent comme fournisseurs ultimes de liquidités. Cette intervention évite les ruées bancaires et l'effondrement du système financier. Cette sécurité renforce l'État en tant que gardien du système bancaire privé lui-même. Le quatrième point est que les banques servent d'intermédiaires dans la transmission des chocs géopolitiques. C'est très important. Les banques mondiales sont des canaux par lesquels les chocs géopolitiques se répercutent sur l'économie intérieure. Des recherches de la Réserve fédérale montrent que ces banques, à travers des opérations transfrontalières avec des filiales et des succursales, transmettent l'instabilité ou contribuant à la diluer entre les marchés. La cinquième, c'est la solvabilité et le risque géopolitique. La Banque centrale européenne a souligné en 2025 que les crises géopolitiques détériorent la solvabilité des banques. Des chocs comme les guerres ou les tensions commerciales augmentent l'inflation. Ils réduisent donc l'activité économique et ont un impact direct sur le capital et la liquidité des banques. C'est pourquoi les régulateurs recommandent des coussins macroprudentiels, c'est-à-dire les fonds propres des banques pour contenir ces risques sans exposer les gouvernements à un risque accru. Le sixième point est que les institutions transnationales de coordination bancaire facilitent la coopération entre les banques centrales, contribuant ainsi à la stabilité financière et au commerce mondial. Et enfin, le septième point, il s'agit de la coordination régionale lors des crises, comme l'initiative de Vienne de 2008 par exemple. Parce que le secteur financier est devenu un instrument de la géopolitique. Comme je le dis toujours, et vraiment beaucoup de gens ne comprennent pas, l'État est la force motrice de la géopolitique. Les banques ne sont que des instruments. L'initiative de Vienne a été un accord lancé en 2009, au plus fort de la crise financière mondiale, pour éviter que les banques occidentales n'abandonnent soudainement les pays d'Europe centrale et orientale. Cela aurait provoqué un chaos économique. Les banques internationales, les autorités locales, le FME, la Commission européenne et la Banque centrale européenne ont publiquement promis de rester et de ne pas couper brutalement les lignes de crédit. En retour, les gouvernements et institutions internationales ont apporté un soutien financier et une coordination réglementaire via les banques. L'initiative a préservé la stabilité financière de la région à un moment critique. Cela a montré comment les banques sont traitées comme des outils géopolitiques. Mais encore une fois, elles sont l'outil. Elles sont la voiture et non le conducteur. Eh bien les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Vous avez vu que cette question bancaire est compliquée et que ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Vous l'avez déjà vu dans une autre vidéo ici sur la chaîne, si vous suivez la chaîne. La question de BlackRock et de Vanguard qui entrent de manière plus massive administração dos sistemas bancários
Des entreprises et gouvernements, de grands changements arrivent. Comment serez-vous informés? En suivant la chaîne Geopolitica Mondiale. Il n'y a pas d'autre chaîne qui apporte ce niveau de détail sur ce qui se passe dans la géopolitique, à la fois en surface et en profondeur, dans la partie obscure, dans la partie souterraine. Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour rien que vous me parlez souvent d'autres chaînes qui finissent par copier la chaîne Geopolitica Mondiale. C'est une toute petite chaîne, minuscule, mais c'est une chaîne innovante. Et je peux être innovant, vous savez pourquoi? Grâce aux membres. Alors pensez à devenir membre. Parce que la chaîne Geopolitica Mondiale a cette liberté créative, cette liberté académique, où je peux faire des recherches avec plus de temps, plus d'organisation, avec un niveau de détail plus élevé. Parce que je n'ai pas besoin de m'inquiéter de faire les choses juste pour suivre la tendance. Je n'ai pas besoin de courir partout désespérément pour donner mon avis sur tout. Dès que quelque chose se passe, je peux enquêter de manière plus détaillée, de façon plus approfondie. Puisque plus de 90% des revenus de la chaîne proviennent des membres. C'est très différent de la grande majorité des chaînes qui gagnent grâce aux vues. C'est même une bonne chose, parce que, encore une fois, ça donne cette liberté créative et académique. Grâce aux membres, alors pensez à devenir membre, ça aide beaucoup la chaîne. Et ça garantit qu'elle reste vivante, en apportant toujours ce type de contenu dense et innovant pour vous. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine vidéo.